Sous les lustres du hall principal, la lumière glissait sur les uniformes comme sur une marée d'acier poli. Le gala annuel du corps des Marines battait son plein. Un défilé d'épaules carrées, de médailles bien alignées et de verres de Bourbon levés avec ostentation. On riait fort, on parlait chiffres, exploits, campagne. Mais au milieu du bruit et des rubans, une voix s'était tue. La lieutenante Inès Moreau. Son sourire professionnel se craquelait sous les compliments déguisés. Une femme officier, ça attire l'attention, lieutenant. Vous devez être fier d'avoir tenu jusque-là. Et l'inévitable, alors qui vous a pistonné ? Elle répondait d'un ton égal, yeux droits, mais chaque mot pesait comme un clou. Dans son verre, les glaçons fondaient plus vite qu'elle ne parlait. Au centre du hall, le colonel Whittaker dominait la foule, épaules larges, rire sonore. Il racontait ses anecdotes de campagne, comme d'autres exhibent des cicatrices. Il aimait surtout qu'on l'écoute. Quand son regard s'accrocha à la silhouette d'un vieil homme, seul à une table du fond, il sentit une occasion. L'homme portait une veste civile grise, trop simple pour l'événement. Ses mains, larges, tannées, reposèrent sur la table. Pas d'insigne, pas de ruban, juste un badge d'invité, effacé par l'usure. Whittaker plissa les yeux, fit signe à 2 officiers et s'avança. « Alors, grand-père, vous vous êtes perdu » lança-t-il assez fort pour que 3 tables se tournent. Un rire nerveux courut, l'homme leva à peine la tête. « Je crois que non, colonel, j'ai été invité. »« Invité » répéta Whittaker, jouant du ton railleur. « Par qui ? Les cuisines ?» Quelques rires plus francs éclatèrent. Inès sentit la gêne se propager, un frisson d'injustice dans l'air saturé de whisky et d'orgueil. Elle posa son verre, s'approcha lentement. « Colonel, peut-être devrions-nous… »« À vos ordres, lieutenant » l'interrompit-il sèchement. « Vous avez peur que je blesse votre sensibilité ?» Le mot « sensibilité » claqua comme une gifle. Inès se figea. Le vieil homme, lui, ne bougea pas. Il observait le colonel avec un calme déroutant. Ses yeux, d'un bleu froid, semblaient mesurer chaque seconde comme une manœuvre. « Alors, soldat, » fit Whittaker en se penchant sur lui, « quel était votre grade ?»« Aucun qui vous concerne, colonel. »« Voyez-vous ça ? On a donc des secrets ?» Le rire collectif reprit, plus tendu cette fois. L'homme soupira, ajusta lentement sa manche, révélant un poignet marqué d'une cicatrice nette, comme une brûlure ancienne. « J'ai juste servi, c'est tout. »« Où donc ? » ?»« Dans la fanfare ?» Un éclat de voix fusa. Quelqu'un cria « Fanfare !» Et la moitié du cercle rit. Inès serra les poings. Elle croisa le regard du vieil homme. Il lui répondit d'un micro-signe imperceptible, un mouvement de tête qui disait « Laissez ». Mais Whittaker, enivré par son propre spectacle, continua. « Allons, ne faites pas le modeste, donnez-moi votre grade. On va vous trouver une chaise d'honneur, pas vrai ?» L'homme inspira, lentement, comme pour vérifier que l'air valait la peine d'être pris. Puis, d'une voix basse mais coupante, « Delta Force, chef !» Le rire mourut instantanément. Les mots restèrent de suspendus, incompris d'abord, puis répétés à mi-voix dans la salle. « Delta Force ?» Whittaker cligna des yeux, hésita, tenta un sourire. « Ah, vous plaisantez, j'espère ?» Mais personne ne riait plus. Le silence retomba comme une trappe. Inès, elle, sentit sa nuque picoter. Ce ton-là, cette précision, elle l'avait entendu autrefois lors d'un briefing classifié. « Chef, pas Sir. » Le mot des opérateurs, pas des officiers de parade. Whittaker fit un pas en arrière, chercha l'appui de ses pairs, personne ne bougea. Le vieil homme se redressa enfin. Ses épaules semblent soudain plus larges que sa veste. « Colonel, » dit-il calmement, « quand on ne connaît pas le terrain, on évite d'y creuser. » Une phrase simple, sans menace, mais qui fit battre plus fort les tempes de chacun. Inès vit Whittaker pâlir. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un major intervint à voix basse. « Colonel, je crois savoir qui c'est. » La phrase, à peine murmurée, se propagea comme un ordre. Un autre officier se leva, inclina la tête vers le vieil homme. Les conversations cessèrent net. Dans la salle, il ne restait que le bruit des verres posés précipitamment et celui, plus discret, de la respiration collective d'un auditoire pris en faute. Inès sentit quelque chose basculer, une tension nouvelle, ni peur, ni respect, mais une prise de conscience soudaine. L'arrogance venait de rencontrer le mur du réel. Le colonel tenta de retrouver contenance. « Vous voulez dire le vrai ?» L'homme hocha la tête. « Delta Force, chef, actual. »
Le mot « actual » résonna comme un code d'ouverture. Plusieurs regards se croisèrent, stupéfaits. Inès eut la sensation qu'un chapitre entier venait de s'écrire en silence, et qu'elle venait d'en être témoin. La porte du fond s'ouvrit brusquement. Un officier supérieur entra, droit comme une lame, l'uniforme chargé d'étoiles. Il s'arrêta net en voyant l'homme, puis, sans hésiter, se mit au garde-à-vous. « Monsieur, ravi de vous revoir. » Dans l'écho de cette phrase, Whittaker comprit. Trop tard. Et tout le hall des Marines sut que la plaisanterie venait de se transformer en leçon d'humilité. Un frisson parcourut la salle. Le colonel Whittaker resta figé, son sourire encore suspendu, comme si son visage refusait d'admettre la défaite. Autour de lui, les officiers hésitaient entre curiosité et honte. Le nom venait de tomber, lourd, presque sacré dans certaines sphères, Delta Force, chef actual. Ce mot-là ne s'improvisait pas. Ce n'était pas une légende qu'on prononçait à la légère. Le général Aldridge s'approcha lentement du vieil homme. Il ne dit pas un mot avant de saluer, poing crispé, posture impeccable. « Colonel Samuel Granger », murmura-t-il d'une voix rauque. « C'est un honneur, monsieur. » Le silence se fit plus profond encore. On pouvait entendre le cliquetis des verres posés maladroitement sur les tables. Whittaker, lui, n'en croyait pas ses yeux. « Attendez, vous plaisantez, général ? Cet homme, coupa Aldridge, a dirigé l'unité la plus sélective et la plus secrète des forces spéciales américaines pendant plus de 10 ans. Il est responsable d'opérations dont vous n'avez même pas le droit de connaître les noms. » Granger ne réagit pas. Il resta simplement debout, les mains croisées dans le dos, comme si le monde autour n'existait plus. Inès, à quelques mètres, observait chaque détail, la manière dont il respirait, lente, régulière, la précision de ses gestes, pas un mouvement superflu, une économie du corps qu'on ne voyait que chez ceux qui avaient reconnu le chaos. « Colonel Whittaker, » reprit Aldridge, « j'ignore comment vous traitez vos invités d'honneur d'habitude, mais je vous conseille de présenter vos excuses, immédiatement. » Whittaker tenta un sourire contraint. « Je n'avais aucune idée, monsieur, je pensais que... » « Vous pensiez ?» répéta Aldridge en le fixant. « Voilà bien le problème. Vous pensez avant de regarder. » Quelques murmures s'élevèrent. Inès se recula légèrement, mal à l'aise. Ce n'était pas de la joie qu'elle ressentait, c'était un mélange d'admiration et de gêne. Admiration pour cet homme qui venait de faire plier la salle sans élever la voix. Gêne pour assister à la chute d'un supérieur, même détesté. Granger finit par rompre le silence. « Laissez tomber, général. Ce genre d'incident n'est pas rare. J'en ai vu pire, dans des salles plus sombres. »« Tout de même, colonel, » protesta Aldridge. « Non, ce n'est rien. Je suis venu écouter, pas être salué. » Il tourna la tête vers Inès. Leurs regards se croisèrent. Un instant seulement, mais suffisant pour qu'elle sente ce qu'il voyait en elle. Pas une victime, pas une spectatrice, une soldate. « Vous êtes dans quelle unité, lieutenant ?»« Premier bataillon logistique, monsieur. »« Je l'ai remarqué, » répondit-il calmement. « Vous avez les réflexes d'un opérateur, pas d'une convive. Gardez-les. » Cette phrase, simple, tomba sur elle comme une médaille invisible. Whittaker, blême, chercha à reprendre la parole, mais Aldridge le coupa d'un geste. « Colonel Granger, si vous permettez, je pensais que vous étiez à la retraite complète. »« Je le suis, » répondit Granger, « mais j'ai accepté l'invitation d'un ancien camarade. »« De qui donc ? » ?»« Le major Reeves. » Une voix monta du fond. « Présent, monsieur. » Un homme aux tempes grises s'avança, uniforme de cérémonie impeccable. « Je voulais qu'ils entendent autre chose que des discours de self-glorification, » expliqua Reeves. « Alors j'ai invité celui qui m'a appris ce que veut dire « servir ». Aldridge hocha lentement la tête. « Vous avez bien fait. » Un bref applaudissement éclata, spontané, vite étouffé par le protocole. Whittaker tenta d'en sourire, mais la sueur perlait sur sa nuque. Granger fit un pas vers lui. « Colonel, » dit-il doucement, « je n'ai aucune rancune, mais permettez-moi un conseil. Quand vous êtes entouré d'uniformes, souvenez-vous que le mérite ne brille pas toujours sur les épaules. Parfois, il se cache sous la poussière. » Whittaker baissa les yeux. « Oui, monsieur. » Le général Aldridge leva la main. « Messieurs, mesdames, je crois qu'il est temps de rappeler pourquoi nous sommes ici. Pour célébrer le service, pas pour mesurer les égaux. » Un murmure d'approbation monta. Les conversations reprirent timidement. Mais le ton avait changé. Le champagne paraissait soudain fade, les rires forcés.
Inès, restée en retrait, vit Granger s'asseoir à nouveau. Pas de grands gestes, pas de supériorité. Il observait la salle comme on observe un champ de bataille au ralenti, anticipant les points de rupture. Elle sentit confusément que quelque chose dans l'air avait bougé. Une tension nouvelle, silencieuse, mais prête à éclater. Et cette impression se confirma quand, quelques minutes plus tard, un grésillement étrange s'éleva des haut-parleurs. Le fond musical s'interrompit net. Une lumière rouge cligna près des portes latérales. Puis la voix métallique d'un technicien, hésitante, retentit. « Messieurs, signal de défaillance, contrôle incendie. » Le mot incendie n'était pas encore compris que les systèmes de ventilation se mirent à ronfler. Une porte vibra, puis se verrouilla automatiquement dans un claquement sec. Les visages se tournèrent. Whittaker, déjà nerveux, se redressa. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le général Aldridge fronça les sourcils. « Je ne crois pas que ce soit un simple dysfonctionnement. » Granger se leva. Son regard balaya la salle, précis, analytique. « Quelqu'un peut me confirmer l'accès à la salle technique ?» demanda-t-il. « Les badges ne répondent plus, chef, » lança un sergent. Granger hocha la tête, sans panique. « Bien. On garde son calme. Lieutenant Moreau, vous connaissez les couloirs de service ? » « Oui, monsieur. »« Alors vous êtes mon point de liaison. Vous, colonel, surveillez la foule. » Pas un mouvement brusque. Whittaker ouvrit la bouche pour protester, mais le général l'interrompit. « Vous avez entendu le colonel Granger. Exécutez. » Le regard d'Inès croisa celui de Granger. Dans ses yeux, aucune peur, seulement une concentration glaciale. Il ajouta simplement, pour elle seule, « On dirait qu'on va travailler ensemble, lieutenant. » Et dans le tumulte naissant, Inès comprit que cette soirée venait de changer de nature. Ce n'était plus un gala. C'était une mission. Les portes vibrèrent encore, puis se verrouillèrent d'un claquement mécanique. L'écho résonna dans le hall, comme un ordre d'alerte. Les conversations s'éteignirent. Les officiers, d'abord immobiles, se regardèrent, incertains, entre l'instinct du soldat et la peur de rompre le protocole. « Qu'est-ce qu'on attend ?» lança un capitaine. « On ouvre ces fichues portes. » Whittaker le foudroya du regard, plus par réflexe que par autorité. « Silence. On garde le contrôle. Ce n'est sûrement qu'un bug. »« Un bug qui verrouille un bâtiment militaire pendant un gala ?» répondit Granger sans hausser le ton. « C'est un drôle de hasard. » Le général Aldridge s'était déjà déplacé vers la console de sécurité. Le technicien, jeune, nerveux, tapotait frénétiquement sur son terminal. « Les badges ne répondent plus, général. Les systèmes incendie sont en boucle. Le protocole de sécurité a tout bloqué. On dirait une surcharge ou un brouillage local. »« Brouillage ?» répéta Granger, s'approchant. Le technicien acquiesça, mal à l'aise. « Oui, monsieur, une interférence sur la fréquence interne. Pas une panne, alors. Quelqu'un le fait exprès. » Inès sentit l'air se densifier. Autour d'elle, des silhouettes raides, des verres encore à moitié pleins, tremblaient légèrement sur les tables. Whittaker tentait de reprendre la parole, mais sa voix manquait d'assurance. « C'est ridicule. On est dans une base, il y a des protocoles. »« Justement, colonel, » dit Granger, sans le regarder, « les protocoles, je les ai écrits. Et celui-ci est conçu pour résister à la panique. Si les systèmes ne répondent plus, on ne discute pas, on agit. » Il se tourna vers Inès. « Lieutenant Moreau, vous avez les plans de l'aile nord ? » ?»« Oui, monsieur, dans la console d'accueil. » »« Allez-y, et prenez un talkie si vous trouvez un canal libre. » Elle hocha la tête et s'éclipsa. Son pas claquait sur le marbre. Derrière elle, la salle bruissait comme un champ d'attente. Elle déverrouilla le terminal, entra son code et récupéra la carte numérique. Canal radio, silence blanc, un souffle métallique, comme un vide. Elle essaya 2 autres fréquences, rien. Quand elle revint, Grandjour était accroupi près du tableau principal. Le général se tenait à ses côtés, bras croisés. « Le système d'incendie a été activé manuellement depuis la régie, » expliqua Granger, « et le brouillage vient probablement du même endroit. C'est donc un sabotage. Ou un test. Dans les 2 cas, on s'organise. » Il se redressa. « Colonel Whittaker. » Celui-ci se retourna, crispé. « Vous allez diviser les invités en 3 groupes. Officiers supérieurs au centre, civils à droite, personnel de service à gauche. Pas de panique, pas de mouvement brusque. »« Et depuis quand donnez-vous des ordres ici ?» Granger le fixa longuement. « Depuis que vous en avez besoin. » Le général Aldridge intervint, tranchant. « Exécutez, colonel !» Whittaker ravala sa colère et s'éloigna,
mâchoires serrées. Les voix s'élevaient à nouveau. Questions, murmures, ordres contradictoires. Inès passa entre les groupes, donnant des instructions calmes, efficaces. Elle sentit des regards étonnés. Une femme qui commandait, et on l'écoutait. Granger lui fit signe d'approcher. « Vous avez trouvé les plans ?»« Oui. 3 accès secondaires, tous verrouillés électroniquement. Mais le couloir de service derrière les cuisines reste ouvert sur le plan. »« Parfait. C'est notre sortie de secours. » Il étudia la carte un instant, les yeux plissés. Il y a aussi une salle de maintenance sous la scène. Si quelqu'un voulait placer un brouilleur, c'est l'endroit idéal. « Vous voulez que j'y aille ?» demanda Inès. « Non. Trop risqué sans visibilité. Vous restez ici pour coordonner. Je vais y jeter un œil. » Le général posa une main sur son épaule. « Je vous accompagne. »« Non, monsieur. Si quelque chose tourne mal, il faut un commandement clair ici. » Le ton n'admettait pas de discussion. Aldridge se recula lentement. « Très bien. Faites. » Granger quitta le hall, silencieux, son pas amorti, presque imperceptible. Inès le suivit du regard, l'estomac noué. Quelque chose dans son attitude trahissait une expérience du danger. Pas la peur, mais l'habitude. À peine avait-il disparu qu'un cri retentit près de la porte sud. « Hé ! Quelqu'un a laissé un colis ici !» La foule se retourna. Un paquet brun, posé contre le mur, trempé d'eau, scotché grossièrement. Sur l'étiquette, propriété du service technique. Whittaker blêmi. « Écartez-vous, personne ne touche à ça. » Inès s'approcha, prudente. « Colonel, il était là depuis le début ? » ?»« Comment voulez-vous que je le sache ? On a des civils partout. » Elle recula d'un pas, observa la forme. Rien ne bougeait, mais un léger bourdonnement s'en échappait, presque imperceptible. « Ce n'est pas bon signe, » dit-elle doucement. Granger réapparut au même instant, comme s'il avait anticipé l'incident. « Évacuer le périmètre de 10 mètres. » Lentement. Le ton calme, sans emphase, suffisait. En quelques secondes, la foule se replia. Il s'approcha du colis, s'agenouilla. Inès retint son souffle. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle. « Pas encore. » Ses doigts glissèrent sur la bande adhésive. Un instant de silence, puis un soupir. Il se redressa, tenant un petit dispositif métallique. C'est une boîte à outils, le moteur d'un ventilateur, rien d'explosif, mais volontairement placé, juste assez pour provoquer la panique. Whittaker jura à voix basse. Qui ferait une chose pareille ? Quelqu'un qui veut qu'on perde notre sang-froid. Granger posa le boîtier sur la table voisine et se tourna vers Inès. « Lieutenant, prenez 3 hommes. Allez jusqu'à la régie derrière la scène. Si le brouilleur est là, coupez-le. À vos ordres. » Elle choisit 2 sergents et un technicien, tous jeunes, nerveux. En passant, Granger murmura « Faites confiance à votre instinct. Les règles viennent après. » Elle acquiesça, sans un mot, et disparut dans le couloir. Granger se redressa, balayant la salle du regard. « Général, on tient le contrôle. Mais si je ne me trompe pas, ce n'est que le début. » Aldridge hocha la tête, grave. « Vous pensez qu'il s'agit d'un test ? » ?»« Non, d'un avertissement. » Et tandis que la tension retombait un instant, quelque part, un haut-parleur grésilla avant de s'éteindre complètement. Le silence revint, un silence lourd, presque physique, comme si le bâtiment tout entier retenait son souffle. Le couloir menant à la régie était plongé dans une semi-obscurité. Les néons, d'abord vifs, clignotèrent par à-coups, comme des paupières hésitant à rester ouvertes. L'air sentait la poussière brûlée et le métal humide. Inès avançait en tête, arme de service dégainée, un réflexe appris en Afghanistan, où la prudence se confondait souvent avec la survie. Derrière elle, les 2 sergents suivaient à pas feutrés. Le technicien, tremblant, portait un détecteur de fréquence bricolé à la hâte. Le bruit blanc de l'interférence couvrait leur respiration. « Signal fort, » dit le technicien, « juste devant. » « Combien de mètres ? 3, peut-être 4. » Ils atteignirent la porte de la régie, fermée électroniquement. Inès tenta son badge, refusé. Une lumière rouge clignota. « Super, » souffla-t-elle. « Quelqu'un a verrouillé de l'intérieur. »« Je peux forcer le système, » proposa le technicien. « Pas ici. Si le brouilleur est branché sur le réseau, tu pourrais tout griller. » Elle s'accroupit, observa les gonds. Une légère vibration montait du sol, un ronflement profond. Quelqu'un, derrière cette porte, alimentait encore quelque chose. « Sergent, passe-moi ton couteau. »
Elle glissa la lame dans l'interstice, sentit le cliquetis du verrou. Une pression, un grincement, puis le déclic. La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, la régie baignait dans une lumière rouge. Les écrans de contrôle diffusaient des lignes de code erratiques. Les alarmes défilaient en boucle. Sur la table, un petit dispositif noir, relié à une antenne courte, émettait un clignotement régulier. « Trouvé », murmura Inès. Le technicien s'approcha. « C'est un brouilleur de signal à large bande, pas militaire mais efficace. Débranchez-le. Si je le fais, il pourrait déclencher un relais automatique. Alors coupez le courant de tout le secteur. » Il hésita, puis hocha la tête. Une seconde plus tard, le hall entier s'assombrit. Silence total. Même les ventilateurs cessèrent de tourner. Inès inspira profondément. Bien. Maintenant, on retourne au hall. En revenant, elle remarqua que le bruit de fond avait changé. Un mélange de voix basses et de claquements métalliques. Quand elle déboucha dans la grande salle, Granger se tenait sur une estrade improvisée, cartes étalées devant lui. À sa droite, le général Aldridge coordonnait les officiers restés calmes. « Rapport, lieutenant », demanda Granger sans lever les yeux. « Brouilleur localisé et neutralisé. Système hors tension. »« Bien. On va pouvoir reprendre les communications. » Whittaker, en retrait, observait la scène, poing serré. « Vous vous prenez pour qui, exactement » lança-t-il soudain. Granger releva lentement la tête. « Pardon ? Vous venez ici, vous donnez des ordres, vous traitez mes hommes comme des recrues. Vous n'êtes plus en service, colonel. » Les voix se turent. On aurait pu entendre un verre tomber à 10 mètres. Granger s'approcha, son ombre couvrant presque celle de Whittaker. « Vous avez raison, colonel, je ne suis plus en service. Mais je le suis assez pour reconnaître quand un officier perd le contrôle de ses hommes. » Le ton restait calme, mais chaque mot portait un poids d'acier. Whittaker ouvrit la bouche, la referma. Le général intervint sèchement. « Ça suffit, colonel Granger assure le commandement opérationnel. Je valide. » Un silence de discipline suivit. Granger hocha la tête, sans triomphe. « Très bien. Maintenant qu'on a la main, on organise la sortie. Lieutenant Moreau, vous restez ici. Vous prenez la coordination des civils et du personnel. » Inès acquiesça. « À vos ordres. » Il lui tendit la carte plastifiée. « Vous connaissez la disposition. Servez-vous, gardez les groupes calmes, établissez un point de rassemblement. » Pendant qu'elle s'éloignait, il murmura, presque pour lui-même, « C'est maintenant qu'on voit ceux qui tiennent debout quand ça vacille. » 10 minutes plus tard, la tension restait palpable. Les invités se tenaient en ligne regroupée, les visages pâles, les décorations inutiles, scintillant sous les lumières d'urgence. Inès circulait parmi eux, parlant bas, apaisant, donnant des ordres simples. Elle remarqua 2 capitaines ivres tenter de plaisanter, insensibles à la gravité de la situation. « Messieurs, retournez à votre groupe, » dit-elle d'un ton sec. « On suit les ordres d'un lieutenant, maintenant ?» fit l'un avec un sourire gras. Avant qu'elle ne réponde, Granger apparut derrière elle. « Oui, vous suivez ses ordres. » Les 2 hommes pâlirent. Ils obtempérèrent aussitôt. Granger la regarda, un léger pli au coin des lèvres. « Vous voyez ? La voix juste, au bon moment, suffit à remettre le monde d'aplomb. » Un agent de sécurité s'approcha, transpirant. « Monsieur, il y a un autre problème. La porte latérale nord est bloquée mécaniquement. On dirait qu'on l'a verrouillée de l'extérieur. »« Montrez-moi. » Ils traversèrent la salle, suivis par le général. Dans le couloir, le métal de la porte était déformé, comme forcé par une barre. Granger passa la main sur le bord, observa la marque. « Ce n'est pas un accident. Quelqu'un voulait que personne ne sorte. » Aldridge fronça les sourcils. « Une attaque coordonnée ? » ?»« Non. Une diversion. Assez pour faire honte à toute une unité. » Il se tourna vers Inès. « Si je vous disais qu'on n'a pas affaire à un sabotage classique, mais à une leçon mise en scène, vous comprendriez ?» Elle hocha la tête. « Quelqu'un veut prouver qu'on n'est pas à la hauteur. » « Exactement. Et il se trompe. » Granger observa la foule à travers la vitre blindée. « Gardez vos hommes prêts, lieutenant. À partir de maintenant, chaque minute compte. » Puis, sans attendre de réponse, il sortit son téléphone, le posa sur la table et murmura dans le micro désormais actif. « Ici Actual. Code gris. Protocole Delta. » Une seconde plus tard, la voix du central réapparut, claire et nette dans le silence revenu. « Reçu. Actual. Transmission sécurisée. »
Et à ce moment précis, Inès comprit que la soirée n'en était qu'à la moitié, et que la vraie épreuve commençait maintenant. La salle vibrait encore du souffle étouffé des alarmes. Dans l'air flottait cette odeur électrique, âcre, que Granger connaissait trop bien, celle du stress collectif. Autour de lui, les officiers tentaient de se recomposer, mais la hiérarchie avait fondu. Ce n'était plus une soirée d'apparat. C'était une unité désorganisée cherchant son chef. « On reprend depuis le début », dit Granger calmement. Ventilation coupée, porte verrouillée, communication brouillée, paquet suspect neutralisé. On a affaire à quelqu'un qui connaît nos protocoles. Le général Aldridge hocha la tête. Quelqu'un de l'intérieur. Probablement, répondit Granger. Ce genre de manœuvre demande des codes d'accès. Il se tourna vers Inès qui tenait une tablette avec les plans. Lieutenant Moreau, mettez à jour la liste du personnel présent. On veut savoir qui manque à l'appel. Bien reçu, monsieur. Pendant qu'elle s'éloignait, Granger s'appuya sur la table, observant le mouvement des groupes. Les officiers, désormais silencieux, suivirent les directives de la lieutenante avec une efficacité qu'ils ne lui auraient jamais accordée une heure plus tôt. Elle se déplaçait vite, droite, parlant peu, les gestes précis. Une image lui traversa l'esprit, celle de ces jeunes recrues, à Fort Bragg, lorsqu'il leur apprenait que la discipline n'était pas la peur, mais le rythme du calme. Inès revint, haletante. Il manque 3 personnes, 2 techniciens et le sergent Rook du service logistique. Rook, répéta Granger. Grand, cheveux ras, tatouage au cou. Oui, monsieur, vous le connaissez? J'ai lu son dossier ce matin. Signalement pour comportement inapproprié envers des subalternes féminines. Aldridge serra la mâchoire. Vous pensez qu'il est impliqué? Disons que ce genre d'homme aime les humiliations publiques, et ce soir, il en a eu une. Un grondement sourd retentit au-dessus d'eux. Les plafonniers grincèrent, puis un léger sifflement remplit la pièce. Granger leva les yeux, les conduits d'air se rallumaient. Il vient de relancer la ventilation. Mauvais signe. Il veut disperser quelque chose ou brouiller les sons. Il fit signe à Inès. Fermez les bouches d'aération, priorité aux sorties d'air du hall principal, et mettez des hommes aux cuisines. À vos ordres. Elle courut, suivie de 2 sergents. Pendant qu'elle donnait ses instructions, Whittaker approcha du général. Général, avec tout le respect, je ne peux pas laisser un civil retraité diriger mes hommes. Vos hommes sont en sécurité grâce à lui, répondit Aldridge sèchement. C'est une question de procédure. C'est une question de compétence, colonel. Et pour l'instant, vous observez. Whittaker pâlit, puis se tut. Dans les couloirs, la tension montait. Inès verrouillait manuellement les conduits avec des grilles métalliques. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit restait clair. Elle sentit une présence derrière elle. Un des techniciens manquants, visiblement paniqué. « Lieutenant, on a vu Rook passer avec une boîte, direction les vestiaires. »« Une boîte ? Quelle boîte ? Je sais pas. » « Genre une caisse d'outils. » Il avait l'air furieux. Elle activa son micro. « Ici Moreau, cible visuelle, sergent Rook, direction secteur ouest. Je pars à sa recherche. » Granger répondit aussitôt. « Pas seul, lieutenant. »« Négatif, monsieur. Je suis la plus proche. » Elle s'élança. Le secteur ouest baignait dans une lumière orange. L'écho de ses pas résonnait contre les murs carrelés. Une silhouette apparut au bout du couloir. Rook. Il marchait lentement, tirant une lourde caisse. Son visage ruisselait de sueur, les traits tirés par quelque chose de plus que la peur. « Sergent, arrêtez-vous » Il se figea, se retourna lentement. Dans ses yeux, un mélange d'alcool et de rage. « Lieutenant Moreau » Évidemment, la héroïne de la soirée. Elle garda son arme baissée. « Posez la caisse, Rook, on peut régler ça. Vous savez ce que j'ai entendu, moi? Vous, les femmes, on vous respecte pas assez. Eh bien, je vais leur montrer que vous pouvez foutre le feu aussi bien que nous. » Elle vit son pouce glisser sur un petit déclencheur relié à la boîte, pas explosif, mais électrique. « Stop !» Elle s'approcha lentement, cherchant à lire son regard. « Ce que vous faites va ruiner votre carrière et blesser des gens qui n'y sont pour rien. »« Ruiner ma carrière ?» rit-il nerveusement. « Ma carrière est déjà morte depuis qu'ils vous ont promu, vous et vos semblables. » Il fit un pas, la main toujours sur le dispositif. Un bruit métallique claqua dans le couloir. Granger venait d'apparaître derrière lui, aussi silencieux qu'une ombre. « Sergent Rook, » dit-il doucement, « posez ça maintenant. »« Je vous conseille de ne pas m'approcher, » cria Rook. « Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Vous n'avez plus le contrôle. Une seconde suspendue.
Puis Granger lança un petit objet vers lui. Rook recula, surpris, une simple clé à molette. Le geste suffit. En un bond, Granger fut sur lui. Une pression au poignet, un choc sec, le dispositif tomba. Inès le récupéra d'un geste. Rook lutta, grogna, mais Granger l'immobilisa contre le mur, bras bloqués dans le dos. « Fin de service, sergent », murmura-t-il. Inès désactiva le commutateur, puis regarda le contenu de la caisse. Câble, minuteur, bidon d'essence à moitié vide. Une mise en scène, souffla-t-elle, pas une bombe, juste un spectacle. Granger hocha la tête. Il voulait les ridiculiser, faire peur, une punition symbolique. Aldridge arriva, escorté par 2 militaires. « Tout est sous contrôle ?»« Oui, monsieur, » répondit Inès. Rook neutralisé, aucun danger réel. « Bon travail, lieutenant. » Granger se redressa, épousseta sa manche. « Il y a toujours un danger, général, celui de croire que la peur est finie dès qu'on éteint la lumière. » Il se tourna vers Inès. « Vous avez bien agi. Vous n'avez pas cherché la gloire, juste la solution. C'est ça, le commandement. » Elle voulut répondre, mais le haut-parleur grésilla à nouveau. Une voix annonça « Système restauré, portes en cours de déverrouillage. » Le hall s'illumina peu à peu. L'air circulait de nouveau, mais personne n'applaudit. Tout le monde savait que quelque chose d'autre venait de s'ouvrir aussi. Une vérité inconfortable. Granger observa Whittaker, figé dans un coin. « On a nos coupables, dit-il, mais on a aussi nos témoins. » Et, pour la première fois depuis le début, le colonel des Marines ne trouva rien à répondre. Le couloir de service sentait encore l'huile chaude et la poussière soulevée. Les néons clignotaient par intermittence, dessinant des ombres rapides contre les murs. Inès, Granger et 2 techniciens progressaient en file, inspectant chaque porte, chaque conduite. Ils savaient que la solution ne se trouverait pas dans la lumière, mais dans les interstices du bâtiment. Près des vestiaires, un fracas sourd attira leur attention. Une porte arrière avait été forcée. Granger s'arrêta, posa la main sur le métal froissé et l'observa d'un œil méticuleux. « Ce n'est pas juste pour empêcher la sortie, » murmura-t-il. « C'est pour contrôler le flux. Quelqu'un calcule nos réactions. » Ils avancèrent donc vers la cuisine. L'endroit, vidé en hâte, montrait des traces de pas humides, comme si quelqu'un avait roulé une caisse. Sur un établi, des restes de colle et des bouts de plastique indiquaient une fabrication à l'arrache, un dispositif fait pour l'effet, non pour tuer. Le technicien confirma. C'était une mise en scène, mais la ventilation a été piratée pour diffuser des fumées irritantes. Plus loin, dans un local technique exigu, Inès trouva une petite valve ouverte, le mécanisme d'un sprinkler manipulé. « Quelqu'un a tâtonné les conduites, » dit-elle. Granger toucha la tige froide. Ils ont voulu chronométrer une panique, pas une catastrophe. Sauf que la peur peut tuer aussi. Un cri retentit dans un couloir adjacent. Une caporale avait été poussée contre un casier par un sous-officier qui vociférait des insultes. Les mots étaient épais de bile, ciblant sa présence, sa tenue, son genre. Le sous-officier semblait chercher une scène, une audience, et s'alimentait de la honte des autres. Granger fut là en un instant. Il n'éleva pas la voix, il usa d'une force contenue. En 2 gestes précis, il bloqua les poignets du sous-officier, le força à se tourner et murmura « Arrête, maintenant !» L'homme, surpris de se retrouver neutralisé sans spectacle, essaya de résister, mais la poigne était ferme. « Tu vas rejoindre la soute, » dit Granger, « et tu vas attendre que la justice fasse son travail. » La caporale, les yeux encore brillants, hocha la tête. Inès posa une main sur son épaule, un geste simple, humain. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. Sa voix, basse, calma davantage que n'importe quel discours. Dans la régie, un technicien ramena un morceau de câble intercepté. Des fils sectionnés et rebricolés pour simuler un dispositif plus complexe. « C'est amateur, mais suffisant pour semer la panique, » dit-il. Granger examina les soudures, ses doigts rapides et sûrs. « L'auteur voulait surtout une mise en scène publique, » conclut-il. « Quelqu'un qui comprend les codes, pas nécessairement un expert. » Avant de repartir, il regarda la caporale. « Notez tout, » dit-il. « Les insultes, les témoins, les temps. Ce n'est pas seulement une affaire technique, c'est une chaîne d'action humaine. » Ils reprirent leur inspection, suivant la double piste, la technique et la psychologique. Chaque trace racontait une intention. Et dans le silence qui suivit, Inès sentit le poids de ce qu'elle avait vu. Une haine organisée, attisée par des mains qui cherchaient à dominer.
Elle prit une profonde inspiration, prête à continuer la traque. Dans un bureau adjacent, Granger consulta une tablette. Les logs d'accès montraient des tentatives répétées sur les badges à des heures précises, toujours après les discours. « Ce n'est pas du hasard, dit-il. Quelqu'un connaît nos routines. » Le technicien trouva une connexion relais au parking nord-est. « On a la trace d'un véhicule, » signala-t-il. Inès sentit une colère froide. La peur avait été instrumentalisée pour humilier. Les indices techniques dessinaient un motif humain. Ils relevèrent des empreintes de pneus et un sac contenant un chargeur et des adaptateurs, outils simples, destinés à relayer un signal. Une caporale rapporta des propos ciblés entendus avant les incidents. Remarques déplacées, encouragements murmurés, ce n'était pas l'acte d'un isolé, mais d'une complicité. Granger posa la tablette. Notez tout. Mots, témoins, heures. La technique donne les moyens, les récits donnent les mobiles. Inès acquiesça. En repartant, elle sentit la résolution monter. Ils remontèrent la chaîne. La double piste, technique et humaine, commençait enfin à livrer des noms. Elle pensa à Rook, à ses provocations passées, et sut que cet homme n'était l'outil. Ils y résonnaient plus haut. La foule avait désormais retrouvé un silence chargé, comme un chant d'où l'on aurait fait fuir les oiseaux. Granger donna les ordres d'une voix posée. Chaque syllabe était une pierre posée pour édifier l'organisation qui manquait encore. « Priorité aux personnes âgées et aux blessés, dit-il. 2 équipes par couloir. Lieutenant Moreau, vous prenez la sortie secondaire ouest. Vous guidez les premiers groupes. Colonel Whittaker, vous fermerez l'arrière et assurerez la discipline de l'esplanade. » Whittaker ouvrit la bouche, surpris et rouge. « Me commander par une lieutenant » articula-t-il, comme si la phrase le blessait. Les yeux de Granger restèrent calmes. « Vous avez entendu, c'est un ordre opérationnel. » Inès choisit ses hommes, 2 adjudants au visage buriné, une caporale au regard franc, et prit la tête du cortège. Son ton était à la fois bref et rassurant. Un pas après l'autre. On évite la bousculade, on protège les plus faibles, on parle bas, on avance. Les civils suivirent, serrant leurs manteaux, leurs bijoux et leur dignité menacée. La discipline reprit lentement son cours. Des officiers de rang se plièrent à ses indications, non par obéissance à son grade, mais après avoir vu son assurance. Whittaker, contraint, fit un pas en avant pour recouvrir son commandement, mais la foule avait déjà trouvé un rythme. Pour la première fois ce soir, il dut obéir. Le groupe d'évacuation fit un détour par la salle des trophées, où des reliques commémoratives furent rapidement rangées et protégées. Inès délégua. « Toi, tu vérifies les vitrines. Toi, les vestiaires. On regroupe au point chaud B. » Les mots tombaient avec l'efficacité d'un métronome. À chaque ordre, un geste précis. À chaque geste, une réponse. Un mouvement soudain rompit le flot. Un homme chercha à forcer le passage. Grotesque combinaison d'alcool et de colère. C'était le même agitateur qui avait proféré des moqueries plus tôt, poussé par la peur transformée en cruauté. Il bouscula une vieille femme, arrachant presque son écharpe. « Halte !» cria Inès. Sa voix ne tremblait pas. L'homme se retourna, hurlant des insultes, croyant ainsi reprendre le pouvoir. Il ne vit pas l'adjudant qui s'était glissé dans son dos, ni la main ferme qui le maîtrisa. Granger intervint avec une économie de gestes, un contrôle des poignets, un plaquage discret. L'agent de sécurité arriva pour lier l'homme et l'escorter. Personne n'applaudit. La scène fut réglée avec la même propreté qu'une manœuvre militaire. « Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et mise en danger », murmura le sergent de sécurité à l'oreille du fauteur de trouble, qui maintenant toussait, haletant, dépourvu d'arrogance. Whittaker, regard baissé, sentit la leçon comme un vêtement trop serré. Autour d'eux, des équipes soignaient un homme pris d'une crise cardiaque et consolèrent des enfants effrayés. La logistique, du café chaud, des couvertures, des numéros de téléphone griffonnés sur des carnets, se mit en place sans fanfare. Inès n'accepta pas la reconnaissance. Elle donna des directives sur la rotation des équipes et la gestion des priorités. Quand tout fut stabilisé, le général Aldridge demanda un point de situation et des comptes rendus. Les communications, rétablies grâce à des canaux secondaires, envoyèrent les premiers rapports vers le commandement de la base. Aldridge nota chaque nom, chaque geste, chaque délai. Granger se retira un instant dans un coin, observant Inès qui aidait une vieille dame à remettre son manteau.
Il lui offrit un hochement de tête discret, signe d'estime, pas de triomphe. Puis il revint vers Aldridge et Whittaker. « Faites rapport comme il faut, dit-il, mais sachez aussi que l'autorité se gagne et se perd selon l'usage qu'on en fait. Ce soir, vous avez perdu un peu. Récupérez-le autrement. » Whittaker acquiesça sans commentaire, pâle. Dans le silence qui suivit, le regard des invités se mit à mesurer autrement la hiérarchie. Les étoiles sur les épaulettes continueraient de briller au plafond. La véritable valeur, elle, avait été exposée à la lumière, visible désormais aux yeux de tous. La rumeur se propagea ensuite, muette mais tenace, celle qui fait basculer les réputations. Les conversations reprirent, mais avec une prudence nouvelle. Certains promirent, en silence, de changer d'attitude. D'autres, honteux, cherchèrent déjà comment réparer ce qu'ils avaient à briser. La rumeur fit son chemin. Quelques promesses timides naquirent. Le hall reprit son volume normal, mais la lumière semblait différente, moins brillante, plus exacte. Les équipes d'évacuation avaient fini leur rotation. Les civils buvaient un café brûlant dans des gobelets en carton. Des couvertures avaient été jetées sur des épaules. Le technicien confirma que tous les verrous étaient revenus à leur état nominal et que le brouilleur saisi dormait dans un sac scellé. Le général Aldridge demanda le silence et il vint aussitôt. « Nous allons tenir un débriefing immédiat, » annonça-t-il. Les faits d'abord, les effets ensuite. Un adjudant lut la chronologie, minute par minute, déclenchement de l'alarme, verrouillage, apparition du colis, neutralisation, coupure du brouilleur, interpellation de Rook, gestion des flux. Les noms de ceux qui avaient agi furent cités sans emphase, y compris celui d'Inès. À chaque jalon, Granger se contentait d'un bref hochement, comme pour dire « exact ». « Lieutenant Moreau, fit Aldridge, votre conduite a été déterminante. Votre coordination a évité une bousculade. Votre sang-froid a limité la contagion de la peur. C'est noté. » Inès inclina la tête, rien de plus. Elle sentit derrière elle le murmure discret de ceux qui avaient d'abord douté d'elle et qui, maintenant, pesaient leur propre honte. Aldridge pivota vers Whittaker. Le colonel avait l'air de quelqu'un qui a dormi trop peu d'heures dans un uniforme trop serré. Il fit un pas, hésita, puis s'avança jusqu'au centre. « Je m'excuse, » dit-il, la voix abrasive mais tenue. « Auprès de vous, colonel Granger, pour l'irrespect. Et auprès de vous, lieutenant Moreau, pour mes propos et mon attitude. Ce soir, j'ai confondu grade et valeur. Ça ne se reproduira pas. » La salle ne réagit pas d'abord, puis un frémissement d'assentiment courut jusqu'aux dernières rangées. Granger ne triompha pas, il répondit simplement « Excuse reçue. Ce qui compte, ce sont les actes qui suivent. Ils suivront, » ajouta Aldridge, sec. À compter de maintenant, ouverture d'une enquête de commandement conduite par l'AIG, suspension de Rook, collecte de témoignages sur tout comportement hostile à l'égard du personnel féminin ou subalterne et mesures conservatoires si nécessaire. Deuxièmement, modules obligatoires de formation et d'évaluation sur la conduite en service pour tous les échelons, moi compris. Troisièmement, mise en place d'un canal confidentiel, hors chaîne, pour signalement rapide. Quatrièmement, un audit technique des accès et des protocoles de gala. Les responsables administratifs rendront compte sous 15 jours. Il se tourna vers les invités. Quant à la blague initiale, dit-il, elle n'était ni drôle ni admissible. Quiconque se réfugie dans l'humour pour masquer le mépris s'exclut lui-même de l'honneur qu'il prétend défendre. Un ancien sergent, cheveux blancs, demanda la parole. Sa voix était basse. « J'ai une petite fille sous uniforme. Ce soir, je veux qu'elle sache qu'on l'écoutera. Je signerai mon témoignage. » D'autres suivirent. Une caporale évoqua les remarques répétées dans les couloirs. Une chef de quart nota les changements de service imposés pour apaiser l'ambiance. Un jeune officier admit avoir ri par réflexe quand il fallait s'interposer. Aldridge n'interrompit pas. Un greffier prenait tout en note, nom précis, date, lieu. Whittaker resta impassible à encaisser. Quand vint son tour de consigner, il signa sans discuter. Granger observait la scène comme on vérifie l'assiette d'un bâtiment après la tempête. Rien d'héroïque, tout d'essentiel. « Une chose encore, » dit-il doucement, « vous ne réparerez pas la confiance avec des affiches. Il faut des habitudes neuves. Elles se prennent à voix basse, en corridor, à l'ordinaire. Vous avez les moyens. Servez-vous-en. » Il s'adressa à Inès. « Votre voix a tenu la pièce. Gardez-la claire, sans colère.
La colère brûle vite, la clarté dure. Elle acquiesça, et un bref, très bref sourire détendit sa joue. Elle avait l'étrange sensation d'être exactement à sa place, ni plus ni moins. Le protocole reprit forme. Contrôle d'identité, inventaire des matériels déplacés, relevé photo. Les décorations furent recomptées, les vitrines refermées. Les derniers civils quittèrent les lieux sous escorte douce. On les saluait, on les remerciait, on prenait des nouvelles d'une femme à la démarche hésitante. La normalité revenait, mais une normalité corrigée, avec de nouveaux angles. Avant de clore, Aldridge reprit le micro. On aurait pu se contenter d'appeler cela un incident. Ce serait faux, c'est une leçon. Nous allons la travailler. Merci à ceux qui ont fait leur devoir. Merci à ceux qui ont appris quelque chose. Fin de rassemblement. Personne n'applaudit. On hocha la tête, on serra des mains, on rangea des tables. Les bonnes soirées finissent en rire. Les soirées utiles finissent en décision. Celle-ci choisit la seconde voie. Granger regarda autour de lui, satisfait non d'avoir été reconnu, mais de voir l'ordre revenir sans emphase. Inès, elle, vérifia une dernière fois la liste des noms, cochés au stylo, puis releva les yeux. Le travail n'était pas glorieux, il était propre, exact, nécessaire. Elle respira et cela suffit. Le hall s'était vidé par vagues. On repliait des nappes, on annotait des rapports, on ramassait une boucle d'oreille oubliée près de la scène. La lumière d'urgence baignait encore les murs d'un jaune mat. Inès, stylo entre les doigts, finissait de cocher les dernières cases sur sa fiche. Effectif, matériel, incident. Sa respiration avait retrouvé un rythme normal. Lieutenant Moreau. Granger l'attendait près d'une porte de service entr'ouverte, un couloir silencieux qui sentait le métal froid et la poussière de papier. Il ne portait rien qui attire l'œil, pas même l'ombre d'un triomphe. « Marchez, dit-il. Ils parcoururent 10 mètres sans parler. On entendait derrière eux le faible crissement d'un chariot, et, plus loin, une voix qui remerciait les équipes. Puis, il s'arrêta, se tourna, ouvrit la main. Dans sa paume, un petit écusson ovale, cousu serré, presque terne à force d'avoir vécu. Pas un trophée, pas une carte d'accès, un signe, juste un signe. Ce n'est pas un passe-droit, dit-il, ni une promesse, c'est un rappel. Ce soir, vous avez commandé par clarté. Gardez ça, pas pour l'exhiber, pour vous souvenir. Elle reçut l'écusson comme on reçoit une consigne. Le tissu était tiède. Elle ne chercha pas à lire le motif. Elle le glissa dans la poche intérieure de sa vareuse, à l'endroit où l'on garde d'habitude les listes et les lettres. On commande par calme, continua Granger. On convainc par preuve. Le reste, c'est du bruit. Oui, chef, répondit-elle sans réfléchir, avant de rougir. Il eut ce micro-sourire qui tient lieu d'acquiescement. Chef, convient. Quand on mène, on mène. Un pas traînant résonna dans le couloir. Whittaker apparut, plus petit que d'ordinaire, la cravate desserrée. Il regarda tour à tour Inès et Granger, comme pour jauger la distance entre l'humiliation et la réparation. « Je mettrai en place les modules, » dit-il à voix basse. « Je présiderai les séances moi-même, et je veux le canal confidentiel fonctionnel sous 48 heures. »« Bien, » fit Granger. « Et une chose de plus, vous parrainez les premières promotions d'officières à ce poste. Vous les couvrez, sans votre nom en une, sans discours. Vous vous taisez et vous assurez. » Whittaker hocha la tête. « Entendu. Votre réhabilitation n'est pas un communiqué, colonel, » conclut Granger. « C'est un service rendu. » Le colonel s'effaça. Aldridge arriva à son tour, dossier sous le bras. « Les mesures sont lancées, » dit-il. « La presse n'aura qu'une brève technique. Je vous dois des remerciements publics, colonel Granger. »« Évitez, » répondit l'intéressé. « Donnez-les à ceux qui resteront ici demain matin. » « Alors je m'y tiendrai. » Ils se saluèrent simplement. Granger se tourna vers Inès. « Vous avez un régiment à convaincre, lieutenant. Ce ne sera pas avec des mots. Ce sera avec des habitudes. Je sais. Dans ce cas, vous savez aussi quoi faire de cet écusson. » Elle toucha la poche du bout des doigts, comme pour vérifier qu'il existait bien. Elle pensa à la caporale bousculée contre un casier, à l'adjudant qui avait neutralisé l'agitateur, au technicien qui avait coupé le brouilleur, à ses mains anonymes qui avaient fait passer des couvertures et de l'eau. Une chaîne. Ce soir, elle avait tenu. « Merci, » dit-elle. « Pas nécessaire, » répondit Granger. « On ne remercie pas la gravité parce qu'elle tient le monde. » Il fit un pas vers la porte, puis s'arrêta encore. « Si un jour on vous demande votre grade et que la question est un piège, rappelez-vous, on n'est pas son insigne,
On est ses décisions. Il prit la sortie latérale, sans escorte, sans clairon. La porte battit une fois, puis le couloir redevint ce qu'il était, un passage. Inès resta immobile quelques secondes, le temps que l'air se remette à circuler, puis elle revint vers le hall. On l'attendait pour signer 2 formulaires, pour vérifier un inventaire, pour dire à une jeune caporale où déposer le sac scellé. Elle s'en acquitta sans hâter ni alourdir le geste. Certains la saluèrent différemment. D'autres évitèrent son regard, non par mépris, mais par pudeur tardive. Elle n'insista pas. Les habitudes se gagnent à petites lampes. À la sortie, le ciel commençait à pâlir derrière les hangars. Un camion ronronnait à basse vitesse. La base avait l'odeur des matins, où l'on a mal dormi et bien appris. Aldridge referma son dossier. « Au travail, dit-il. Ce n'était ni un ordre, ni une devise, plutôt un constat. » Inès remonta le col, glissa l'écusson plus profond encore. Elle n'en ferait pas un talisman, elle en ferait un mémo. La prochaine fois qu'on hausserait le ton pour couvrir une femme, elle parlerait avant que le bruit ne gagne. La prochaine fois qu'on mesurerait un soldat à ses paillettes, elle compterait ses actes. Dans le hall désormais vide, une équipe d'entretien passa la serpillière. Le sol retrouva son éclat fonctionnel. On aurait pu croire que rien ne s'était passé. C'était faux. Quelque chose avait pris forme, discret, durable. L'honneur ce soir-là n'avait pas crié. Il avait agi.